Bonjour et bienvenue sur Traces perdues. Chaque semaine, nous explorons des histoires qui défient notre compréhension, des mystères qui refusent de livrer leurs secrets. L'affaire que nous abordons aujourd'hui est l'une des plus poignantes et des plus frustrantes de ces dernières années en France. C'est une histoire de silence, de vengeance et de l'amour inconditionnel d'une mère. Si vous croyez en l'importance de maintenir ces récits en vie et de chercher la vérité, aussi sombre soit-elle, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Votre soutien est essentiel. Le 4 septembre 2011, dans la ville paisible de Caen, en Normandie, un garçon de 8 ans nommé Mathis Joanneau s'est volatilisé. Il avait été vu pour la dernière fois 2 jours plus tôt, quittant l'école avec son père pour un week-end de visite approuvé par le tribunal. Lorsque l'heure de retour désignée, 18h le dimanche, est arrivée et passée, l'anxiété d'une mère s'est transformée en un mystère national qui allait s'étendre sur plus d'une décennie, défini par 2 forces irréconciliables. D'un côté, Sylvain Joanneau, le père, un homme condamné et emprisonné pour l'enlèvement de son fils, mais qui détient la vérité sur le sort du garçon derrière un mur de silence inflexible et cruel. De l'autre, Nathalie Barré, la mère, dont la vie depuis ce jour a été une croisade publique et acharnée pour obtenir des réponses, une lutte contre l'inertie institutionnelle et l'agonie dévorante de ne pas savoir. Cette affaire est bien plus que l'histoire d'un enfant disparu. C'est une exploration profonde de la guerre psychologique, de la vengeance parentale et des limites d'un système judiciaire confronté à un auteur qui refuse de parler. C'est un récit construit non pas sur ce qui est connu, mais sur le vide immense et obsédant de ce qui ne l'est pas. Pendant des années, l'enquête a tourné autour de 2 possibilités: que Mathis soit vivant, caché dans une communauté religieuse comme le prétendait son père, ou qu'il ait été la victime de l'acte de vengeance ultime. Ce documentaire plongera dans l'histoire complexe de la famille Joanneau-Barré, retraçant le conflit croissant qui a précédé la tragédie. Il reconstituera la planification méticuleuse de l'enlèvement, analysera la psyché de l'homme au centre de l'affaire et relatera les batailles juridiques qui ont suivi. Il mettra en lumière les efforts inlassables d'une mère qui a refusé que son fils soit oublié, une bataille qui a eu un coût émotionnel et financier immense. Enfin, il examinera le tournant dramatique des événements en 2024, lorsqu'une découverte scientifique longtemps retardée a conduit à une nouvelle accusation de meurtre contre Sylvain Joanneau, remodelant fondamentalement le paysage juridique et offrant un dernier espoir désespéré que la vérité émerge de l'insoutenable silence. L'enlèvement de Mathis Joanneau n'était pas un acte spontané de désespoir, mais l'aboutissement violent d'un schéma long, prévisible et croissant d'instabilité psychologique, de contrôle coercitif et de grief personnel profond. Les germes de la tragédie ont été semés des années plus tôt dans le tissu même de la relation de ses parents et dans le conflit amer qui a suivi sa dissolution. Nathalie Barré et Sylvain Joanneau se sont rencontrés en 2001 via un site de rencontre. Nathalie, alors âgée de 36 ans, avait 9 ans de plus que Sylvain et était déjà mère de 2 fils, Vincent et Thomas, issus d'un précédent mariage de 17 ans. Ils se sont mariés en avril 2003 et leur fils, Mathis, est né à peine 2 mois plus tard, en juin. Dès le début, il y avait des signes d'un déséquilibre fondamental. Sylvain a plus tard affirmé qu'il n'avait jamais voulu se marier et ne l'avait fait que sur l'insistance de Nathalie, une première indication de sa tendance à recadrer ses propres décisions comme des concessions qui lui étaient imposées par d'autres. L'union était semée de conflits, révélant de profondes psychés logiques chez Sylvain. Nathalie et son fils aîné ont décrit son comportement comme étant proche de la bipolarité, caractérisé par des sautes d'humeur extrêmes et imprévisibles. Il pouvait être intensément aimant un moment et hautain et cassant le suivant, en particulier lorsque Nathalie n'était pas présente. Cette volatilité, combinée à une vision du monde rigide qui ne tolérait pas le désaccord, rendait la vie de famille de plus en plus intenable.
Le point de discorde central et le plus explosif étaient leurs approches profondément différentes de la parentalité. Nathalie était une mère aimante et protectrice, tandis que Sylvain était excessivement strict, opérant dans des extrêmes d'affection et de punition sans juste milieu. Sa conception de l'éducation était décrite comme appartenant à un autre siècle. Ce conflit a atteint un tournant critique lors d'un incident spécifique que Nathalie a sans équivoque défini comme de la maltraitance. En guise des punitions pour énurésie nocturne, Sylvain a forcé Mathis, alors un jeune enfant, à s'asseoir sur une chaise et à copier des lignes pendant tout un week-end, apparemment pendant 8 à 9 heures d'affilée. La phrase qu'il devait écrire était « Je ne ferai plus pipi au lit ». Lorsque Mathis a raconté la punition à sa mère, elle a été horrifiée. Pour elle, ce n'était pas de la discipline, c'était de la maltraitance. Et c'est devenu une ligne qu'elle ne permettrait plus de franchir. Le couple a divorcé en 2007, 4 ans avant la disparition, déclenchant une bataille juridique acrimonieuse pour la garde de Mathis. Craignant pour le bien-être psychologique et émotionnel de son fils, Nathalie a signalé les méthodes punitives de Sylvain aux services sociaux et au juge aux affaires familiales. Et pendant une période, elle a suspendu ses droits de visite pour protéger l'enfant. Sylvain n'a pas réagi par l'introspection ou une tentative de médiation. Au lieu de cela, il a traité le système judiciaire comme un champ de bataille pour sa guerre personnelle contre Nathalie. Il a déposé plusieurs plaintes officielles contre elle pour non-présentation d'enfants, instrumentalisant le processus judiciaire comme un outil de harcèlement. Finalement, le tribunal de la famille a donné raison à Nathalie, lui accordant la garde exclusive et réduisant l'accès de Sylvain à Mathis. Cette défaite juridique a été un coup profond pour son ego. Elle n'a pas conduit à l'acceptation, mais a plutôt alimenté une colère profonde et un défi vis-à-vis de la justice. Il a vu la décision du tribunal non pas comme un jugement dans le meilleur intérêt de l'enfant, mais comme une trahison personnelle et une validation de sa croyance que le système était aligné contre lui. Le coût de ces procédures, tant en termes de stress que de dépenses financières, a ajouté une autre couche de ressentiment à son état d'esprit déjà fragile. Dans la période précédant l'enlèvement, l'état d'esprit de Sylvain, tel que révélé par ses propres mots et actions, est devenu de plus en plus alarmant. Dans une lettre écrite au juge aux affaires familiales pendant le litige pour la garde, il a exprimé un détachement glaçant de son propre fils, le considérant non pas comme un individu, mais comme une extension souillée de sa mère. Il a écrit « Mathis était un enfant né de la haine, il a les gènes de sa mère. Je ne peux pas faire de miracle, j'ai fait mon deuil. » Cette déclaration est une fenêtre crue sur sa psyché, montrant un homme qui avait déjà émotionnellement rejeté son enfant, le refondant comme l'incarnation de la femme qu'il méprisait. La menace n'était pas seulement psychologique. Son ex-petit ami, Emmanuel, a témoigné à son procès que Sylvain avait fait une tentative antérieure d'enlever Mathis, en janvier 2011, avant d'en être dissuadé. Après qu'elle l'eut quitté à l'été 2011, peu avant l'enlèvement final, il lui a envoyé des lettres menaçantes. Plus inquiétant encore, elle a révélé qu'il avait acheté du matériel avec l'intention d'assassiner Nathalie. Pris ensemble, ces éléments brossent un tableau clair et terrifiant. L'enlèvement n'était pas un événement singulier, mais le point final logique d'une trajectoire documentée et ascendante. Elle a commencé par le contrôle coercitif et la violence psychologique, s'est transformée en une guerre juridique lorsqu'il a perdu ce contrôle et a culminé dans un complot visant à éliminer son ex-femme et à s'emparer de l'enfant qu'il considérait comme sa propriété. Malgré les avertissements répétés de Nathalie aux autorités, le système n'a pas réussi à relier ces signaux d'alarme et à empêcher l'issue finale et tragique. Le week-end du 2 septembre 2011 devait être un pas vers la normalité. Après une suspension de 3 mois de ses droits de visite, en raison du conflit sur ses méthodes punitives, Sylvain Jouanneau était de nouveau autorisé à avoir son fils, Mathis, pour un week-end sans surveillance. Mais ce qui semblait être une réconciliation était en réalité
l'exécution d'un crime méticuleusement planifié. Le vendredi 2 septembre, Sylvain est allé chercher Mathis, 8 ans, à son école. Ce moment est resté gravé dans la mémoire de Nathalie Barré comme la dernière fois qu'elle verrait son fils. Elle a plus tard raconté l'image déchirante de Mathis pleurant dans la cour de l'école, lui disant qu'il ne voulait pas aller avec son père. Liée par la décision de justice, elle a dû le laisser partir. Le week-end s'est passé en silence. Le dimanche soir, 4 septembre, Nathalie et sa famille attendaient le retour de Mathis. L'heure prévue de 18 h est arrivée et passée. Sylvain, connu pour sa ponctualité, était inhabituellement en retard. À 18 h 30, l'inquiétude de Nathalie s'est transformée en panique. Elle s'est rendue au domicile de Sylvain et l'a trouvé vide. Incapable de le joindre par téléphone, elle s'est immédiatement rendue à la police et a signalé la disparition de son fils. L'enquête a rapidement révélé qu'il ne s'agissait pas d'un acte impulsif. Sylvain préparait sa cavale depuis des mois, faisant preuve d'un niveau de préméditation qui démentait toute notion de décision spontanée. Il avait systématiquement retiré de l'argent liquide de son compte bancaire chaque semaine, accumulant une somme considérable pour financer sa vie de fugitif. Le montant total, estimé à environ 40 000 €, représentait une somme d'argent substantielle, une véritable fortune de guerre pour un homme déterminé à disparaître. Cet effort financier démontrait une planification à long terme et une détermination sans faille. Son coup le plus rusé a été conçu pour semer la confusion dès les premières heures de l'enquête. Le 2 septembre, le jour même où il a récupéré Mathis, Sylvain s'est rendu dans un bureau de poste et a envoyé son téléphone portable à ses parents. Des images de vidéosurveillance du bureau de poste ont confirmé sa présence, mais Mathis n'était pas avec lui. Lorsque la police a commencé à géolocaliser le téléphone le lundi matin, ils croyaient suivre la voiture de Sylvain se dirigeant vers le nord depuis Bayonne en direction de la Normandie. Ils ont mis en place des barrages routiers sur les grandes autoroutes comme la 10 et la A28, mais son véhicule n'a jamais été repéré. La raison est vite devenue claire. Il suivait un camion postal transportant le téléphone. Une tromperie brillante et efficace qui a semé le désarroi dans la chasse à l'homme initiale et lui a acheté un temps précieux. En quelques jours, les premières traces physiques du voyage de Sylvain et Mathis ont commencé à faire surface. Mais elles n'ont fait qu'épaissir le mystère. Environ une semaine après la disparition, le camping-car de Sylvain a été retrouvé abandonné sur un chantier où il avait précédemment travaillé, à environ 30 km de Caen. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé ce qui a été décrit comme des lettres manuscrites, confuses et décousues, dans lesquelles Sylvain annonçait que lui et son fils s'étaient enfuis. Le ton des lettres était si dérangeant qu'il a immédiatement fait craindre que Sylvain soit suicidaire et puisse faire du mal à son fils. Le 12 septembre, une deuxième découverte plus significative a été faite. La voiture de Sylvain, une Peugeot 206, a été localisée garée près d'une rivière à Bayonne, dans le sud-ouest de la France, près de la frontière espagnole. À l'intérieur de la voiture, la police a trouvé des livres sur l'islam expliqués aux enfants, renforçant une nouvelle direction potentielle dans sa vie. Plus important encore, ils ont trouvé le rehausseur de Mathis, toujours sur la banquette arrière. Ce détail, apparemment mineur, était un élément de preuve crucial qui se dressait en contradiction flagrante avec l'histoire que Sylvain raconterait plus tard. Sa revendication constante était qu'il avait livré Mathis en toute sécurité aux soins de tiers qui l'élèveraient. Un tel transfert, en particulier un transfert impliquant un voyage en voiture, aurait nécessité le transfert du rehausseur, qui était légalement requis et essentiel pour un enfant de la taille de Mathis. Le fait qu'il ait été laissé dans le véhicule abandonné de Sylvain suggérait fortement que le voyage de Mathis avec son père avait pris fin avant qu'un prétendu transfert ait pu avoir lieu, et qu'il n'était pas parti dans une autre voiture comme son père le prétendrait. Dès la première semaine de l'enquête, cet objet silencieux a jeté une longue ombre de doute sur le récit de Sylvain d'un transfert en toute sécurité.
Avec son téléphone posté et ses véhicules abandonnés, Sylvain Joanneau est devenu un fantôme. Pendant 3 mois, de septembre à décembre 2011, il a échappé à un mandat d'arrêt européen, se déplaçant dans le sud de la France, tandis que la recherche de son fils s'intensifiait en une opération internationale. Sylvain a été aperçu par des témoins dans plusieurs villes du sud de la France, notamment Sifour-les-Plages, Valréas, Le Grau-du-Roi, Sète et Marseille. Ces témoignages ont confirmé qu'il était en vie et en mouvement, mais ils ont également mis en évidence un fait profondément troublant. Aucun témoin n'a jamais rapporté avoir vu Mathis en sa présence. Le garçon s'était, à toutes fins utiles, évaporé après avoir quitté l'école avec son père. L'enquête s'est étendue à l'Espagne et au Maroc, où vivait une ex-petite amie de Sylvain, et des enquêtes ont été menées auprès d'institutions religieuses et même du Vatican. Mais chaque piste s'est avérée infructueuse. La chasse à l'homme a pris fin le 9 décembre 2011. Sylvain a été localisé et arrêté, alors qu'il marchait seul sur une route entre Sauveterre et Villeneuve-les-Avignon, une ville du Gard. Dès sa capture, il a commencé à construire le récit qu'il maintiendrait pendant plus d'1 décennie. Il a calmement dit aux forces de l'ordre que Mathis était en bonne santé et en sécurité, mais qu'il ne révélerait pas sa position. Il a allégué qu'il avait confié son fils à des personnes fortes, puissantes et dignes de confiance, et a fait une référence spécifique à ses frères musulmans. Cette histoire était probablement une diversion calculée et cynique. S'étant récemment converti à l'islam et ayant adopté le nom de Yassine, et ayant placé des livres sur le sujet dans sa voiture, Sylvain a fabriqué un alibi délibérément difficile à enquêter pour la police d'un État laïque. En invoquant une communauté transnationale, confessionnelle et sans structure formelle, il a créé un réseau de complices supposés qui était obscur et pratiquement intraçable, envoyant les enquêteurs dans une recherche futile à travers les communautés et associations religieuses, tandis que la vraie piste se refroidissait. Lors de son premier interrogatoire, Sylvain a également révélé la profondeur de sa cruauté psychologique. Il a admis avoir dit à Mathis que sa mère, Nathalie, et son beau-père étaient morts dans un accident de voiture. Ce mensonge était une tactique calculée, conçue pour rompre le lien affectif principal du garçon, s'assurant qu'il ne demanderait pas sa mère ou n'essaierait pas de retrouver son chemin. C'était un acte d'annihilation psychologique visant à effacer complètement Nathalie de la vie de son fils. Dans les semaines qui ont suivi son arrestation, le caractère manipulateur de Sylvain s'est pleinement manifesté. Il a fait une offre effrontée aux autorités. Il révélerait où se trouvait Mathis, mais seulement à 2 conditions. Premièrement, toutes les charges d'enlèvement et de séquestration contre lui devaient être abandonnées. Deuxièmement, le tribunal de la famille devait annuler sa décision et lui accorder la garde exclusive de son fils. C'était une tentative désespérée d'obtenir par le chantage ce qu'il avait perdu sur le terrain juridique. Cela démontrait qu'il considérait son fils non pas comme une personne à soigner, mais comme une monnaie d'échange dans sa guerre continue contre Nathalie Barré et le système judiciaire qu'il méprisait tant. Les autorités, bien sûr, ont refusé ces exigences, et Sylvain s'est retiré derrière son mur de silence. L'histoire que vous écoutez est le reflet d'une lutte acharnée pour la vérité. La quête de Nathalie Barré est longue et souvent solitaire, et le coût pour obtenir justice peut être énorme. Si ce récit vous touche, nous vous demandons de partager cette vidéo. La sensibilisation est une forme de soutien pour les familles qui, comme celle de Nathalie, se battent dans l'ombre. Et si vous découvrez notre chaîne, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Continuons. Pour comprendre la disparition de Mathis Joanneau, il faut regarder au-delà de la chronologie des événements et dans la psyché complexe et perturbée de son père. Les actions de Sylvain Joanneau étaient motivées par une fragilité psychologique de longue date, une personnalité manipulatrice et un besoin dévorant de vengeance
qui a finalement visé son propre enfant. Les troubles psychologiques de Sylvain Jouanneau n'étaient pas nouveaux. Au lycée, il avait tenté de se suicider en avalant des pilules et avait ensuite été interné dans un hôpital psychiatrique pendant 8 jours. Ceux qui le connaissaient bien, y compris Nathalie Barré et son fils aîné Vincent, ont décrit son comportement en des termes qui suggéraient une condition sous-jacente grave. Ils ont noté sa rigidité extrême, sa pensée binaire noir et blanc et son incapacité totale à gérer les conflits ou la contradiction. Vincent a rappelé comment Sylvain passait de très jovial, lorsque Nathalie était présente, à hautain et cassant dès qu'elle partait. Ce schéma, que Nathalie a décrit comme proche de la bipolarité, créait un environnement de pression psychologique constante. Un psychiatre a plus tard émis l'hypothèse que ce type de personnalité rigide, lorsqu'il est confronté à un stress qu'il ne peut gérer, est sujet à un effondrement psychique, ce qui pourrait expliquer son hospitalisation antérieure. Lors du procès de 2015, le tribunal a entendu le docteur Daniel Zaguri, un psychiatre légiste de renom qui avait évalué Sylvain. Le témoignage du docteur Zaguri a fourni le prisme le plus clair pour comprendre les motivations de l'homme. Il a diagnostiqué Sylvain non pas avec une maladie mentale psychotique qui annulerait sa responsabilité pénale, mais avec un trouble grave de la personnalité. Il l'a décrit comme un maître manipulateur, un homme incapable d'autocritique et de faire preuve d'empathie envers quiconque est différent de lui. Ce diagnostic a cadré les actions de Sylvain non pas comme le produit d'un délire, mais comme les choix calculés d'un homme pathologiquement mu par l'ego et le contrôle. La partie la plus puissante et la plus glaçante de l'analyse du docteur Zaguri a été son application du complexe de Médée à l'affaire. S'inspirant du mythe grec de Médée, qui assassine ses propres enfants pour punir leur père Jason de sa trahison, la théorie postule qu'un parent peut tuer son enfant comme l'acte de vengeance ultime contre l'autre parent. Dans ce cadre psychologique, Matisse n'était pas l'objet de l'amour de son père, mais l'instrument de sa haine. En tuant Matisse, Sylvain priverait définitivement Nathalie de leur fils, infligeant la souffrance la plus profonde et la plus infinie imaginable. Cet acte serait la victoire finale et terrible dans sa guerre contre son ex-femme, à moyen de la blesser d'une manière dont elle ne pourrait jamais se remettre. Le docteur Zaguri a également offert un sombre pronostic qui s'est avéré d'une précision obsédante. Il a suggéré 2 possibilités pour le silence inébranlable de Sylvain. L'une est que, comme mécanisme de défense psychologique contre l'horreur de son propre acte, Sylvain ait pu véritablement effacer le souvenir du meurtre de son fils. L'autre, plus probable, compte tenu de sa personnalité manipulatrice, est que son silence est une affirmation consciente et continue de pouvoir. Le docteur Zaguri a affirmé que Sylvain était le type de personne qui pouvait se taire pour le reste de sa vie. Ce silence ne doit pas être confondu avec un état passif d'oubli ou d'impuissance. C'est une arme active. Dans son conflit avec Nathalie, Sylvain a perdu le contrôle sur elle, sur la garde de son fils et sur le récit juridique. En étant le seul gardien du secret du sort de Matisse, il reprend le contrôle ultime. Chaque jour où il reste silencieux, il tourmente Nathalie, défie le système judiciaire et retient l'attention du public. Il possède la seule information que tout le monde veut désespérément, et la leur refuser est son acte de vengeance continue et sa source de pouvoir final et durable. Jean, 2015. Près de 4 ans après la disparition de Matisse, Sylvain Jouanneau a finalement fait face à un jury à la cour d'assises du Calvados à Caen. Le procès a été un moment de grande attention publique et un espoir désespéré de dernière minute pour Nathalie Barré et les propres parents de Sylvain, qu'il briserait enfin son silence. Cependant, les débats ont été fondamentalement handicapés dès le départ, opérant dans un vide factuel délibérément créé et maintenu par l'accusé lui-même. Sylvain Jouanneau a été formellement jugé pour enlèvement et séquestration aggravée sur un mineur. Fait crucial,
il n'a pas été accusé de meurtre. En 2013, une information judiciaire distincte pour homicide avait été ouverte contre X. Mais sans corps ni aveu, l'accusation manquait de preuves pour porter une accusation de meurtre contre Sylvain directement. Le procès était donc légalement confiné au crime qui pouvait être prouvé, l'enlèvement lui-même. L'accusation, menée par l'avocat général Pascal Chaud, a dépeint Sylvain comme un individu psychologiquement instable et dangereux, dont les actions étaient motivées par le désir de punir son ex-femme. La défense, dirigée par l'avocate Véronique Demillière, a été contrainte de plaider depuis une position d'ignorance, réitérant l'histoire invraisemblable de Sylvain, qu'il avait confié Mathis aux soins de tiers dignes de confiance et que son silence était une question d'honneur pour protéger ses complices de la prison. Malgré les accusations officielles, le spectre de la mort de Mathis a plané sur l'ensemble du procès de 4 jours. Les débats sont devenus moins sur la preuve de l'enlèvement, que Sylvain ne niait pas, et plus sur le fait de le contraindre à révéler la vérité sur ce qui s'est passé ensuite. Comme l'a noté un observateur, il était effectivement jugé comme s'il avait tué son fils. Lorsque les psychiatres, y compris le docteur Zaguri, ont soulevé la théorie du complexe de Médée et la forte possibilité que Mathis soit mort, Silva a réagi avec fureur, criant depuis le box des accusés « Non, je n'ai pas tué Mathis. J'assume ce que j'ai fait, mais je ne veux pas assumer plus. » Le point culminant émotionnel du procès est survenu lorsque la propre mère de Sylvain, Marie-Élisabeth Joanneau, a témoigné. Dans une tentative désespérée de provoquer une réaction, elle a renié son fils, exprimant sa profonde honte de l'avoir mis au monde. Son témoignage était puissant et déchirant, mais il n'a eu aucun effet visible sur Sylvain, qui restait impassible. Le 4 juin 2015, le jury a déclaré Sylvain Joanneau coupable d'enlèvement et de séquestration. Il a été condamné à la peine maximale possible pour ce crime, 20 ans de prison. Il a également été condamné à verser 216 000 € de dommages et intérêts à Nathalie Barré, une somme d'argent considérable qui, bien que symbolique face à la perte, représentait une reconnaissance judiciaire du préjudice immense subi. Dans un dernier acte de défi, Sylvain Joanneau a choisi de ne pas faire appel du verdict, acceptant sa peine et scellant son silence entre les murs de la prison. Le procès, tout en rendant un verdict juridiquement solide pour le crime qu'il poursuivait, a finalement été un échec dans son objectif principal et non déclaré. Il n'a pas produit la vérité. Il a démontré les limites profondes d'un système de justice contradictoire lorsqu'il est confronté à un manipulateur qui détient toutes les informations cruciales et refuse de les divulguer. Le tribunal pouvait prononcer une sentence, mais il ne pouvait pas fournir de réponse, laissant Nathalie Barré et le public avec seulement une forme de justice partielle et profondément insatisfaisante. Dans les années qui ont suivi le procès de 2015, alors que Sylvain Joanneau restait silencieux dans sa cellule de prison, l'enquête officielle sur la disparition de Mathis s'est refroidie. L'affaire aurait pu s'effacer de la mémoire publique, une autre tragédie non résolue reléguée à des dossiers poussiéreux. Elle a été sauvée de ce sort par les efforts singuliers, acharnés et formidables d'une seule personne, Nathalie Barré. Son chagrin s'est transformé en une puissante croisade, faisant d'elle non seulement une victime, mais une avocate infatigable et une enquêtrice privée de facto dans la recherche de son fils. Nathalie a refusé d'accepter le silence. Elle s'est lancée dans une campagne à plusieurs volets pour maintenir l'affaire de Mathis en vie, défier les autorités et générer de nouvelles pistes, faisant preuve d'une force et d'une acuité stratégique remarquables face à une douleur inimaginable. Ces actions clés illustrent son approche globale. En novembre 2015, elle a coécrit un livre avec le journaliste de France Télévisions, Franck Bodero, intitulé « Il m'a pris mon fils ». Le livre était un récit poignant de sa vie avec Sylvain, de l'enlèvement et de sa lutte continue. C'était un outil crucial pour raconter son histoire avec ses propres mots et s'assurer que le public comprenait l'histoire complexe derrière la disparition.
Campagne visuelle, Nathalie s'est battue pour obtenir des photographies de Matisse vieillies par ordinateur, reconnaissant la nécessité d'une image actualisée pour aider à une éventuelle identification. Elle a réussi à les faire créer par une association américaine qui travaille avec le FBI. Cependant, elle a ensuite dû mener une seconde bataille avec le parquet français pour que les photos soient officiellement diffusées au public, un retard qui lui a causé une immense frustration. Enquête privée. En 2019, sa foi dans l'enquête officielle s'était érodée. Sentant que l'affaire n'était plus une priorité pour le système judiciaire, elle a pris la mesure extraordinaire de lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme Litchi pour lever des fonds afin d'engager ses propres enquêteurs privés. Cet acte a marqué une rupture claire, démontrant sa conviction que si des réponses devaient être trouvées, elle devrait les trouver elle-même. La générosité du public a permis de collecter une somme d'argent significative, montrant un soutien populaire massif pour sa quête. Contester l'État. Dans une manœuvre juridique audacieuse, l'avocate de Nathalie, Aline Lebray, a intenté un procès contre l'État français, alléguant un dysfonctionnement du service public de la justice. Elle a cité la lenteur exaspérante de l'enquête, le changement fréquent de juge d'instruction qui devait repartir de zéro avec un dossier massif, et le manque général d'urgence du système. Cette action visait à obtenir une compensation financière, mais son objectif principal était de tenir l'État responsable de ses manquements. Contester l'État. Dans une manœuvre juridique audacieuse, l'avocate de Nathalie, Aline Lebray, a intenté un procès contre l'État français, alléguant un dysfonctionnement du service public de la justice. Elle a cité la lenteur exaspérante de l'enquête, le changement fréquent de juge d'instruction qui devait repartir de zéro avec un dossier massif, et le manque général d'urgence du système. Cette action visait à obtenir une compensation financière, mais son objectif principal était de tenir l'État responsable de ses manquements. Engagement médiatique. Nathalie s'est constamment engagée avec les médias, participant à de nombreux documentaires télévisés et reportages. Son apparition la plus marquante a été dans l'émission de M6 Appel à témoins le 29 septembre 2021. L'émission, qui fait appel au public pour de nouvelles informations dans des affaires non résolues, a généré une réponse massive, les lignes téléphoniques de l'émission étant inondées d'appels. Bien qu'aucune percée définitive n'ait émergé de l'émission, elle a ravivé l'intérêt et l'indignation du public, en particulier concernant la décision initiale du tribunal d'accorder des droits de visite à Sylvain malgré ses antécédents de maltraitance. Tout au long de sa croisade, Nathalie a parlé ouvertement de l'immense douleur émotionnelle de son combat. Elle a décrit l'agonie de voir la photo vieillie de Matisse qui rendait les années de temps perdu douloureusement concrètes. Elle a exprimé sa profonde frustration envers un système judiciaire qu'elle estimait l'avoir abandonné, déclarant « On m'a garanti que c'était un dossier prioritaire. En fait, je me rends compte que ce n'est pas aussi important et vital que ça l'est pour moi. » Les actions de Nathalie Barré représentent une critique puissante de la gestion institutionnelle des affaires non résolues. Son parcours montre comment, sans la pression constante et déterminée de la famille d'une victime, des enquêtes complexes et inactives peuvent languir indéfiniment au sein d'une bureaucratie lente. Elle a refusé d'être une victime passive, devenant au contraire le principal moteur de la recherche de son fils. Pendant plus d'une décennie, l'affaire Matisse-Joanneau a été définie par une absence de preuves. Le silence de Sylvain Joanneau a créé une impasse, un récit invérifiable d'un transfert en toute sécurité contre une suspicion invérifiable de meurtre. Cette impasse a été brisée en 2024 par une percée scientifique longtemps retardée. Un élément de preuve scientifique qui a parlé là où l'auteur ne le voulait pas,
La découverte cruciale n'a pas été le résultat d'un nouveau travail de police, mais de la persévérance de l'équipe juridique de Nathalie Barré. Son avocate, Aline Lebray, avait demandé des actes d'enquête supplémentaires dès 2016, poussant pour un examen scientifique plus approfondi des preuves collectées en 2011. En raison de ce qui a été décrit comme la lenteur de la justice, ces analyses n'ont été achevées que des années plus tard. Les résultats de l'analyse ADN, en particulier, ne sont devenus disponibles que vers 2022, après quoi du temps a été nécessaire pour la comparaison et l'interprétation. La découverte était à la fois glaçante et capitale. Des traces de l'ADN de Matisse ont été découvertes sur la moquette du coffre de la Peugeot 206 de Sylvain Joanneau, la voiture qu'il avait abandonnée à Bayonne dans la première semaine de l'enquête. La présence d'ADN dans un tel endroit était profondément troublante, comme l'ont souligné les commentateurs juridiques. Lorsqu'un enfant, dans une affaire d'enlèvement, est retrouvé ayant été couché dans le coffre d'une voiture, c'est le plus souvent parce que l'enfant n'est plus en vie. Cet élément de preuve objectif et scientifique a servi de puissant révélateur de vérité. Il a brisé l'impasse créée par le silence de Sylvain. Pendant 13 ans, son histoire d'un transfert en toute sécurité à des frères de confiance, aussi invraisemblable soit-elle, n'a pu être définitivement réfutée en raison de l'absence de corps. L'ADN dans le coffre était la première preuve physique concrète qui contredisait directement son récit. Il a fourni à l'accusation l'élément tangible qui leur manquait depuis plus d'une décennie, leur donnant des motifs pour aggraver les charges. La conséquence juridique a été rapide et dramatique. En mai 2024, les juges d'instruction ont officiellement mis en examen Sylvain Joanneau, aujourd'hui âgé de 50 ans, pour le meurtre de son fils. Cette nouvelle accusation, mise en examen pour meurtre, est bien plus grave que la condamnation initiale et est passible d'une peine de réclusion à perpétuité. Ce développement signifie qu'un nouveau procès est désormais attendu, les projections indiquant 2026. Ce second procès sera fondamentalement différent du premier. La question centrale ne sera plus de savoir si Sylvain Joanneau a enlevé son fils, mais s'il l'a assassiné. La dynamique dans la salle d'audience sera entièrement transformée. En 2015, le fardeau reposait sur l'accusation pour faire parler Sylvain. En 2026, le fardeau reposera sur Sylvain pour expliquer l'inexplicable. Pourquoi l'ADN de son fils a-t-il été trouvé dans le coffre de sa voiture ? Le pouvoir de son silence, sa plus grande arme pendant plus d'une décennie, est enfin contesté par le pouvoir immuable de la science forensique. La disparition de Matisse Joanneau a, pendant 13 ans, été une histoire suspendue entre deux réalités mutuellement exclusives et angoissantes. La nouvelle accusation de meurtre contre Sylvain Joanneau, bien que étape juridique monumentale, n'a pas encore résolu ce conflit fondamental. Elle n'a fait que préparer le terrain pour une confrontation finale avec la vérité. La première réalité est celle obstinément maintenue par Sylvain Joanneau. Dans cette version des événements, Matisse est vivant. Il aurait été converti à l'islam, aurait reçu un nouveau nom et aurait été confié à une communauté aimante, probablement à l'étranger, où il a été élevé complètement déconnecté de son passé. Il ne sait peut-être même pas qu'il est considéré comme une personne disparue. Cette théorie, à laquelle sa mère s'est accrochée comme source d'espoir, n'est étayée que par les paroles d'un ravisseur condamné et maître manipulateur. Elle est contredite par une absence totale de toute preuve de vie depuis plus d'une décennie et par des éléments de preuve circonstanciels clés, comme le rehausseur laissé dans la voiture de son père. La seconde réalité, bien plus sombre, est celle que les enquêteurs ont eue dès le début, articulée par des experts psychiatres et maintenant puissamment soutenue par des preuves scientifiques. Dans cette version, Matisse est décédé. Peu après l'enlèvement, en septembre 2011, Sylvain Joanneau a assassiné son fils dans l'acte ultime de vengeance narcissique contre Nathalie Barré, une manifestation glaçante du complexe de Médée. Cette théorie correspond au profil psychologique documenté de Sylvain, à ses menaces croissantes,
à sa lettre dérangeante au juge et à la découverte récente de l'ADN de Matisse dans le coffre de sa voiture. Bien que l'espoir de la survie d'un enfant soit une force puissante et nécessaire pour tout parent, une évaluation sobre des preuves pèse de manière écrasante en faveur de la seconde théorie, tragique. Le procès pour meurtre attendu en 2026 représente l'opportunité finale, et peut-être unique, d'une clôture juridique et factuelle. Il forcera une confrontation juridique directe avec la question du sort de Matisse, une question qui a été soigneusement évitée lors du procès de 2015. Pour Nathalie Barré, qui a consacré sa vie à cette cause, le procès offre le dernier espoir de connaître enfin la vérité, aussi douloureuse que cette vérité puisse être. Un verdict de culpabilité pourrait apporter une mesure de justice et confirmer les craintes les plus sombres. Pourtant, même alors, une véritable résolution pourrait rester insaisissable. La clôture juridique n'est pas la même chose que la paix émotionnelle. Pour cela, une seule chose suffira. Que Sylvain Jouanneau brise enfin son silence et révèle ce qu'il a fait de son fils. Jusqu'à ce jour, la question insoutenable « Où est Matisse ?», continuera de résonner.